porte la mention FMA, Français musulmans d'Algérie. Nous ouvrons ce dossier de l'histoire ce soir avec nos invités qui ont accepté de participer à notre émission. Bienvenue à vous. J'ai le plaisir d'être accompagné sur notre plateau avec un collègue à nous, un journaliste, et quelqu'un qui fait des recherches sur l'histoire du mouvement national et de la révolution de novembre 1954, Yazid Ait Mahiddine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Amir, merci. Merci beaucoup. Et à partir de France, mesdames et messieurs, par visioconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Souhir Belabbès, elle est membre de l'association Accès. Donc, bienvenue à vous. Et j'allais dire, vous êtes un peu cet accélérateur de particules qui nous a permis ce soir de faire cette émission avec les invités qui vous accompagnent. Je vais les citer, bien sûr, l'historien Gilles Montserrand, quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qui a fait du bien à l'histoire et à la mémoire des deux pays, il faut le dire, parce que c'est avec la vérité qu'on peut avancer, et on avance bien sûr dans la sérénité et dans le développement. Et ça me fait rappeler aussi cette grande phrase de Krim Belkacem qui disait que l'Algérie, à son indépendance, voulait participer avec beaucoup de modestie pour le développement de ce monde. Bonsoir Monsieur Gilles Montserrand, et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. À côté de vous, un autre fidèle bien sûr à nos émissions, quelqu'un qui participe beaucoup à enrichir nos plateaux. Il s'agit de Olivier Lecourt Grand Maison. Il est politologue, chercheur en histoire aussi, quelqu'un qui interagit, qui est actif aussi sur tout ce qui concerne l'histoire des deux pays, cette histoire commune entre l'Algérie et la France, la colonisation, la révolution de novembre 1954. Et il faut parler aussi du présent et de l'avenir. Merci et bienvenue à vous. Je vais peut-être commencer avec Yazid tout de suite, avec cette question liée à cet article qu'on a pu lire bien sûr sur Mediapart, qui concerne cette tribune qui a été signée d'ailleurs par plusieurs historiens et activistes dans le domaine bien sûr de l'anticolonialisme, de la liberté, de la dignité des sportifs, des artistes et puis des historiens, des écrivains. Yazid, expliquez-nous bien sûr cette démarche pour que nous partageons avec ça avec nos téléspectateurs. Je voulais revenir un peu sur le travail mené par Jean-Luc Einaudi, parce que il faut lui rendre hommage, parce que c'est lui qui a commencé en fait de faire ce travail, ce devoir de mémoire envers les Algériens qui sont sortis pacifiquement. C'est une marche pacifique pour dire basta et non à cette mesure de couvre-feu. Et ça a été... C'était par la suite la répression de ce tristement célèbre Maurice Papon. Et puis dans la tradition de la répression de la police française, que ce soit en Algérie ou en France, il y avait toujours des fausses communes, il y avait cette répression féroce et le pouvoir de cacher la vérité et de ne pas assumer cette répression policière, ce qu'ils appelaient à l'époque maintien de l'ordre, mais le maintien de l'ordre avec des fausses communes. Donc, et les fausses communes ont toujours existé. C'est pas en Algérie. Il est où Maurice Audin aussi? Il est où tous moi, mon propre grand-père, on ne sait pas où il est. Alors, Monsieur Papon voulait que la vérité ne puisse pas se faire. Finalement, cette vérité a fait son chemin. Je suis venu ici en mémoire de ces victimes algériennes enterrées comme des chiens dans la fosse commune réservée aux musulmans inconnus du cimetière de Thiaïs. Je ne sais pas si je cite correctement le nom de cette commune. Souheir Belabbès, est-ce que vous pouvez justement nous parler de
de cette découverte, j'allais dire, macabre et malheureuse, malheureusement, comment est venue cette idée-là de signer cette tribune et puis d'aller encore chercher cette histoire 64 ans après Souhaib? Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation dans mon association. Oui. Alors nous, on est une association d'éducation populaire qui sommes situés dans une ville du Val-de-Marne qui est limitrophe à cet immense cimetière, Oui. qui est le cimetière de Thiais. Voilà, on prononce Thiais. Thiais. Et on entend depuis quelques années, ça fait quelques années qu'on entend dire qu'il y a des martyrs du 17 octobre qui sont enterrés là-bas. Et sans trop avoir cette vérification. Et puis on tombe sur la citation que vous venez de donner, Amir, qui est cette déclaration que tient Jean-Luc Einaudi lors du procès du préfet Papon, où il a été condamné pour crime contre l'humanité, pour la déportation, pour avoir participé à la déportation des Juifs entre 42 et 44. Oui. Et donc, à partir de cette citation qu'on découvre tardivement, on se dit, bon, bah, il faut qu'on aille chercher, c'est à côté de chez nous. Et donc, on a commencé à fouiller. Et on a fouillé les archives. Et les archives du cimetière, c'est ce registre d'inhumation. Registre d'inhumation, c'est la première source, et vous faites bien de rappeler, puisque Jean-Luc Einaudi avait déjà bien fait le travail. Hein, nous, voilà, on réveille des informations qui avaient été déjà découvertes par Jean-Luc Einaudi en particulier, puisque c'est sa première source de travail. Oui. C'est en 1988, il se rend au cimetière pour consulter ce registre d'inhumation. Voilà, donc un registre d'inhumation, c'est quoi? C'est un cahier où on note chaque jour les personnes qui sont enterrées. Voilà. Et donc, on constate, comme lui, hein, dès le départ, que, en effet, à partir de l'automne 61, notamment en septembre et jusqu'à décembre, eh bien, les enterrements de personnes avec des noms d'origine africaine augmentent et elles explosent pendant cette période-là. Et c'est à peu près une centaine de personnes qu'on dénombre. Je vais peut-être faire réagir Monsieur Gilles Montserrand, parce que vous avez bien sûr travaillé sur cette partie-là de l'histoire, sur la thématique bien sûr du 17 octobre, notamment avec la triple occultation d'un massacre, bien sûr avec Marcel et Paulette Péju. Et bien évidemment, vous accompagnez cette démarche dans le but de faire rayonner et faire bien sûr éclater la vérité. On le dit souvent dans cette émission, pour que l'humanité ne revienne plus vers ces pratiques liées à la xénophobie, au racisme, à la haine de l'autre, à la colonisation. Quelle a été votre réaction justement quand vous avez su qu'il y avait cette fosse commune, ces enterrements collectifs ou collectifs, avec juste des mentions de disparus, il n'y a même pas de nom ni prénom de ces personnes-là? Je l'ai appris lors d'un hommage à Jean-Luc Einaudi que nous avons rendu avec différentes associations et participants récemment, et où participait Sohir Bel-Abbas, et elle nous a parlé de ce travail fait à Thiais par cette association Accès. Et cela confirme, comme elle l'a dit tout à l'heure, les premières constatations de Jean-Luc Einaudi, qui a consulté le registre du cimetière. Et il y a de nombreux noms algériens sur ce registre à partir du mois de septembre 61. Parce qu'on parle tout le temps du 17 octobre, à juste titre. C'était le pic de la répression. Il y a eu 10 000 manifestants, il y a eu des arrestations en masse et des envois en Algérie dans des camps qui ont été présentés comme des retours dans leur douar d'origine. Et ça, c'est un point qui reste à travailler, car l'évaluation du nombre des victimes reste à faire avec davantage de précision. En tout cas, ce registre, il contient des noms et des dates qui commencent, surtout pour les noms algériens, à septembre 61. Et je demanderais pourquoi septembre 61 ? Qu'est-ce qui se passe pour que
la répression contre l'immigration algérienne de la région parisienne s'accentue. Ça a été bien sûr le fait du préfet de police de la Seine, du département, Maurice Papon, mais c'était avant tout, vous savez qu'un préfet, ça obéit à un gouvernement. Un wali en Algérie ne fait pas ce qu'il veut sans avoir des ordres du gouvernement dont il dépend. Et pareil en France, hein, un préfet obéit à un gouvernement. Maurice Papon obéissait à un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Roger Frey et à un premier ministre qui s'appelait Michel Debré. Et ces gens-là, au sein du gouvernement du général de Gaulle, n'étaient pas d'accord avec l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle avait retiré à Michel Debré, Premier ministre, la responsabilité des négociations qui aboutiront aux accords d'Évian en mars 62, à l'indépendance de l'Algérie. Il lui avait retiré cette responsabilité, mais il avait conservé le maintien de l'ordre en France. Et le seul moyen de nuire à cette politique de paix, il avait aussi l'idée d'une partition de l'Algérie, hein, d'un découpage en une zone conservée par la France et une zone qui aurait seule eu l'indépendance. Donc ce Premier ministre, en désaccord avec la politique algérienne du général de Gaulle, il n'avait comme possibilité que de compliquer les choses, rendre toute réalisation de la paix impossible par une violente répression contre les Algériens de l'immigration en France, en particulier ceux de la région parisienne, avec des commandos que Papon a organisés, qu'on pourrait comparer à ce qu'on a appelé les escadrons de la mort, qui faisaient des mitraillages de cafés-hôtels où résidaient les Algériens. Et il y a eu des morts dans ces conditions-là. Des Algériens, tout simplement, qui se promenaient dans la rue, ont été arrêtés et souvent assassinés. Et c'est ce genre de victimes que l'on retrouve inhumées au cimetière de Thiers, qui dépendait de la ville de Paris, qui dépend toujours, je crois, de la ville de Paris d'ailleurs, et où il n'y a pas eu à proprement parler une fosse commune, mais il y a eu de nombreuses tombes dont certaines sont anonymes, dont d'autres comportent des noms. Ça, Soher va nous le décrire et nous le confirmer, parce que c'est elle qui a fait les recherches sur place. Oui. Monsieur Olivier Lecourt, Grand Maison, justement, j'ai envie de vous poser cette question, mais avant cela, je rappelle que votre dernier ouvrage tout récent s'intitule Oradours coloniaux français. Je pense qu'il va sortir demain, vous me confirmez. On en parlera, mais en tout cas, vous avez tellement travaillé sur la colonisation française dès 1830 en Algérie, colonisée, exterminée sur la guerre et l'État colonial, bien sûr la République impériale, puis l'empire des hygiénistes, vivre aux colonies. Donc tous ces travaux-là, bien sûr, témoignent de votre engagement, notamment à faire ressurgir et faire rayonner la vérité. Est-ce que vous pensez que ce genre de fausses ou ces pratiques de dissimulation, c'est une politique qui a été pratiquée délibérément en France pour cacher des preuves, pour ne pas assumer ces crimes coloniaux, monsieur Olivier? Oui, alors tout d'abord quelques précisions. Il me semble en effet essentiel de rappeler que Maurice Papon, contrairement à une fable qui a été élaborée du côté de l'Élysée et par les conseillers d'Emmanuel Macron, Maurice Papon n'a évidemment, comme Gilles Ranceron l'a rappelé, n'a pas agi seul. Il obéissait à la mise en œuvre d'une politique, et c'est donc au-delà de la personne de Maurice Papon, l'État français qui est responsable. Relativement au général de Gaulle, rappelez tout de même qu'il a couvert le mensonge d'État qui est forgé juste après le 17 octobre 1961, tendant à accréditer la thèse selon laquelle il y aurait fort peu de victimes, et d'autre part d'attribuer l'essentiel de ces victimes au FLN, qui aurait pris la responsabilité d'une part de tirer sur les forces de l'ordre et d'autre part
Ces victimes seraient imputables au FLN dans le cadre de règlement de compte avec le MNA, ce qui est relativement au 17 octobre 1961, avant et après, faux. Oui, Et en ce qui concerne les méthodes employées par Maurice Papon, au-delà du cas cité, les contemporains et les historiens et historiennes et les associations qui ont travaillé après sont parfaitement conscients que les méthodes de guerre employées par Maurice Papon relèvent de l'importation en France métropolitaine des méthodes de la guerre contre-révolutionnaire employées en Algérie depuis le 1er novembre 1954. Et parmi ces méthodes de la guerre contre-révolutionnaire, il y a la torture, il y a la disparition forcée, dont il faut rappeler qu'elle est désormais considérée comme un crime contre l'humanité. oui. Il y a les exécutions sommaires, et effectivement, on retrouve l'ensemble de ces méthodes employées par Maurice Papon. Il ne s'en cachait pas d'ailleurs, puisque à l'occasion d'une cérémonie à la mémoire d'un policier français abattu par le FLN, Maurice Papon avait déclaré ceci dans la cour de la préfecture de police de Paris, devant l'ensemble des forces de l'ordre, au vu et au su de tous et de ses responsables politiques, que pour un coup reçu, ils en porteraient 10. Et effectivement, pour reprendre le titre de l'ouvrage bien connu et effectivement très important de Jean-Luc Einaudi, La bataille de Paris, il a, à l'occasion du 17 octobre 1961, l'occasion de mener cette bataille de Paris dans les conditions que l'on sait. Les conséquences étant, me semble-t-il, que le terme de répression n'est pas adéquat pour rendre compte de façon précise de ce qui a été perpétré le 17 octobre 1961. Il ne s'agit pas de répression, il s'agit d'un massacre, et plus précisément encore d'un massacre d'État. C'est la raison pour laquelle, et depuis longtemps, est rappelé, bien sûr, que les ouvrages de Jean-Luc Einaudi ont joué un rôle très important, mais n'oublions pas le rôle d'association, je pense en particulier à l'association Au nom de la mémoire, le rôle du collectif qui s'est mis en place à partir de 2001, à l'occasion du 40e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, et qui, depuis, tous les ans, cherche effectivement à obtenir la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État de ce qui a été perpétré avant, pendant et après le 17 octobre 1961. Et parmi ces revendications, il y a d'une part la reconnaissance, bien sûr, mais la mise en place d'un lieu de mémoire et l'initiative qui a été prise relativement au cimetière de Thiers participe de cela. Enfin, l'ouverture des archives, qui est évidemment importante, même si, sans doute, on sait que lorsque l'État devient un État criminel, lorsqu'il est amené à commettre ce type de crime, il prend soin, en partie en tout cas, d'effacer un certain nombre de preuves de ces crimes. Mais l'ouverture des archives est effectivement une revendication démocratique élémentaire, d'autant plus que la France en ces matières, parmi les États démocratiques, voit s'appliquer des dispositions législatives et parfois réglementaires qui sont parmi les plus restrictives. Alors là, vous avez parlé d'un point très très important. Justement, vous m'avez tendu la perche pour m'adresser à Madame Souhir Belabbès. Justement, quel est, selon vous, Madame, le rôle de votre association et d'autres, bien sûr, hein, le mouvement associatif est très important dans le nom, c'est accès. Oui. C'est accès aux archives aussi. Aussi, ça peut être interprété comme ça, mais en tout cas, comment ils peuvent justement aujourd'hui contribuer à cette reconnaissance et surtout à rendre justice à toutes ces victimes, parce qu'il est important aussi que les familles retrouvent leurs proches, ne serait-ce qu'une sépulture respectueuse, avec bien sûr des noms comme ça, là où on peut se recueillir, on peut parler de la mémoire de cette personne, c'est très très important. Alors nous, on agit, en fait, on fait ce qu'on peut au niveau local pour être dans une démarche en fait de mémoire, de transmission avec l'éducation populaire et aussi de réparation. Alors pour revenir sur la fosse commune, je voudrais juste préciser que, comme vous avez montré quelques pages du registre à l'image, il n'y a pas de fosse commune à proprement dit. Je pense que c'était plutôt une façon de parler pour Jean-Luc Einaudi, mais il avait raison de dire que
que ces victimes ont été enterrées comme des chiens, Ouais. puisque les conditions d'inhumation, et ça le registre d'inhumation nous donne des indications, et on a été accompagnés, puisque nous ne sommes pas historiens, mais par Emmanuel Blanchard, ne pas confondre avec Pascal Blanchard, qui est un spécialiste de l'immigration algérienne et de la police française, Oui. et on voit que ces corps proviennent en partie de l'IML, hein, c'est indiqué sur les registres, ça veut dire Institut médico-légal. L'Institut médico-légal, c'est là où on réalise des autopsies, et Jean-Luc Kennedy a été consulter ces rapports d'autopsie. On voit bien que ces morts sont liées à ce sont des morts brutales. Hein, Oui, la liées torture. des coups. Oui. Voilà. Oui. Ce qui est écrit dans les rapports d'autopsie, en tout cas, c'est écrit coup de feu, submersion, c'est-à-dire noyade, strangulation. Et donc, c'est l'Institut médico-légal qui demande l'enterrement de ces victimes. Et donc, voilà, ces défunts ont été enterrés donc, sans leur famille. Ce n'est pas à la demande, et ça c'est indiqué dans les registres, ce n'est pas à la demande de la famille, ce qui signifie que beaucoup ne savaient pas. Et que, bien sûr, il n'y a pas eu comme on le précise sur la tribune, que je vous invite à aller lire sur le blog de Mediapart, hein, où tout ça est indiqué, sans qu'il y ait de proches, sans qu'il y ait de rites cultuels musulmans, ou encore moins sans les honneurs que le FLN avait l'habitude de rendre aux martyrs de la lutte de libération. Voilà. Oui, alors, oui, il y a cette question qui... Oui, et encore une chose sur le cimetière de Thiers, je voudrais rajouter que pourquoi ils ont été enterrés là-bas. Alors, il faut savoir que le cimetière de Thiers, c'est un des plus grands cimetières qui appartient en effet à la ville de Paris. Et il y a un carré musulman là-bas, certes comme à Bobigny, mais c'est quand même le plus à l'écart, et c'est aussi le cimetière qu'on appelle des indésirables. C'est là où on enterre les indigents, c'est-à-dire les sans-abri, les pauvres. On y enterre également des criminels, des collabos, des Waffen-SS. Et c'était donc, c'est aussi pour ça que Jean-Luc Kennedy tenait à utiliser cette expression d'enterrer comme des chiens. Alors, peut-être que la question s'adresse à Gilles Montserrand, parce que lui, il a travaillé beaucoup sur la question des archives. Et on a tous constaté qu'il y avait un blocage au niveau, bien sûr, des archives. Ce sont des archives liées à ce répertoire sur les crimes et des massacres, des actes de torture de l'armée coloniale en Algérie. Existe-t-il quelconque pression politicienne, Monsieur Gilles Montserrand, par rapport justement à ce déblocage des archives qui est important en réalité pour vous, historiens, pour les scientifiques, les chercheurs, les familles éventuellement, pour au moins avoir accès à cette vérité? Oui, c'est une question centrale que l'accès aux archives pour le travail scientifique des historiens. Et on constate qu'il y a en France des résistances, des entraves à l'accès aux archives, en particulier dans certains lieu de conservation des archives. Et pour ne pas le nommer, le service historique de la Défense, qui est l'un des lieux qui conserve les archives. En France, il y a cette particularité que, indépendamment des archives nationales, où toutes les administrations, règle générale, déposent leurs archives, certaines administrations, certaines institutions les gèrent par elle-même. Et c'est le cas de l'armée, qui a cette particularité. Oui. Il y a d'autres institutions comme la préfecture de Paris, et il y a dans certains centres d'archives des difficultés particulières, des entraves particulières. Je donnerai deux exemples relatifs au SHD, comme nous disons, c'est-à-dire le service historique de la Défense. Oui. Les travaux sur un autre épisode de la guerre, en Algérie cette fois, ce qu'on a appelé la guerre des grottes, c'est-à-dire la fabrication, à partir de 1957, d'armes chimiques qui permettaient d'asphyxier les populations ou les personnes réfugiées dans des grottes. Et il y en avait de nombreuses dans les régions montagneuses où des maquis s'étaient installés. Et ces grottes étaient fermées, et malgré la présence de personnes à l'intérieur, qui étaient soit des civils, soit des services de santé du maquis, soit des combattants,
eh bien, ces personnes ont été asphyxiées par la fabrication de gaz spéciaux qui ont été modifiés au fil du temps dans leur composition. Oui. Et il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, qui ont découvert ce fait et qui constatent des difficultés importantes, des obstacles à leur recherche. C'est notamment le cas d'un chercheur qui s'appelle Christophe Lafaille et qui a collaboré à un film qui s'intitule Algérie, armes spéciales et qui a été diffusé néanmoins par France Télévisions, avec retard et avec une déprogrammation suivie d'une reprogrammation, et qui a été diffusé à la télévision algérienne. Tout à fait. Je ne sais pas si Amir peut me le confirmer. Bien sûr, il a été diffusé sur Canal Algérie, bien sûr, sur la chaîne nationale, je crois juste après la déprogrammation. Je crois qu'il est passé en premier sur les chaînes de télévision algériennes avant d'être reprogrammé sur la télévision publique française, effectivement. Absolument. Et puis, il a été coproduit par la RTS, Radio-Télévision Suisse, qui l'a projeté dès qu'il était prêt, et dès sa sortie, contrairement à la télévision française qui a retardé la diffusion. Bon, donc bravo à la télévision algérienne. Et c'est un cas, les travaux de Christophe Lafaille le montrent, c'est un cas d'entrave et d'obstacle de la part de l'institution militaire française, qui n'est pas unanime, mais qui est quand même dans laquelle se trouvent des gens qui sont opposés à l'établissement de la vérité. Deuxième exemple très rapide que je voudrais donner, les recherches qu'a faites Sabrina Abda. C'est une jeune femme qui est née en France parce que son père s'y est réfugié après le massacre du 8 mai 1945 dans le Constantinois, et en particulier dans la ville de Guelma, dont sa famille était originaire. Elle a publié un livre qui s'intitule « Ils ont assassiné mon grand-père à Guelma en mai 1945 ». Et cette jeune femme a constaté aussi des difficultés au service historique de la défense pour avoir des renseignements, accéder à certains dossiers relatifs à sa famille, parce que son grand-père qui a été assassiné, il y a deux de ses oncles qui l'ont été aussi, et son père, le frère des deux oncles, eh bien, a dû partir pour la France, où cette jeune femme, Sabrina Abda, est née. Voilà. On a fait récemment au Centre culturel algérien de Paris une rencontre où elle a expliqué ce cas. Bon, voilà, ces deux cas où on constate des difficultés d'accès aux archives en France. Alors le mot peut-être qui revient à chaque fois dans cette émission, et c'est un peu grâce aussi à Souheir Belabès, c'est accès. Justement pour Monsieur Olivier Lecourt Grand-Maison, vous publiez un livre, Oradour, coloniaux français. Le titre est grave, j'allais dire, parce que ça renvoie à cette polémique qu'on a tous vue et entendue, notamment sur les propos de Jean-Michel Apathy, sur ce qu'a subi le peuple algérien durant l'invasion de 1830 avec les enfumades, les emmurements, et cette, j'allais dire, contradiction peut-être au niveau des médias qui ou qui font semblant de ne pas connaître la réalité de ce qu'a été la colonisation française. Justement, Monsieur Olivier Lecourt Grand-Maison, comment votre livre est perçu? Est-ce qu'il y a un accès aux médias lourds, aux médias qu'on connaît, qui donnent la parole parfois à des personnalités en France? D'ailleurs, on a un exemple, je vais vous le proposer juste après. Est-ce que la question liée à la colonisation française, à ces crimes coloniaux, à cette reconnaissance est encore tabou en France? Je vais le faire directement. Est-ce que c'est encore tabou dans certaines rédactions, dans certaines sphères? Alors, relativement à Oradour coloniaux français contre le roman national,
Il est difficile de se prononcer maintenant parce que le livre vient juste d'être publié. Oui. Simplement signaler que l'origine de la polémique, qui a été en fait un scandale forgé d'une part par les Républicains, radicalisés sur ce point et qui reprennent à leur compte des conceptions apologétiques de la colonisation française. Scandale également forgé par les extrêmes droites et par les groupes bollorisés de ce qu'il ne faut pas appeler des chaînes d'information en continu, mais des chaînes de propagande continue, qui se sont élevés contre les propos de Jean-Michel Apathy, considérant, pour le dire en ces termes, qu'il s'agissait d'une sorte de crime de lèse-nation, dans la mesure où qualifier un certain nombre d'actes perpétrés par la France et la République coloniale en Algérie et les comparer à ce qui avait été perpétré par la division d'Asrach à Oradour, Oui. suscitait le scandale. En vérité, on s'aperçoit que lorsqu'on étudie un certain nombre de prises de position de contemporains, et dès le mois de décembre 1945, il y a des membres de l'Assemblée nationale et des membres du Parti communiste algérien qui emploient l'expression d'oradours coloniaux à propos des massacres du 8 mai 1945. Oui. Il y a un certain nombre de personnalités très célèbres et qui sont d'anciens résistants. Je pense en particulier à Claude Bourdet, compagnon de la Libération, qui publie 2 articles dans l'ancêtre du Nouvel Observateur. Un article en 1951 où avec un point d'interrogation, où il parle avec un point d'interrogation de Gestapo française en Algérie. Ouais. Et en 1955, après le début de la guerre de libération nationale, qui, comme chacun le sait, a débuté le 1er novembre 1954, il enlève ce point d'interrogation et considère, au regard des informations dont il dispose sur les pratiques de l'armée française en Algérie, et il n'est pas le seul, il constate et il estime en effet que le terme de Gestapo française est parfaitement adéquat aux pratiques de l'armée, dans la mesure où les contemporains qui entendent s'informer et qui, d'une certaine façon et en dépit de la censure, parviennent effectivement à s'informer, constatent très rapidement que la pratique de la torture n'est pas l'exception mais bien la règle, et qu'elle est systématique, qu'elle peut d'ailleurs déboucher sur des disparitions forcées, celle de Maurice Audin, mais celle aussi de milliers de Maurice Audin algériens. Oui. Et rappeler enfin qu'un historien comme Pierre Vidal-Naquet, par exemple, dans une revue importante qui a documenté en particulier les massacres du 17 octobre 1961, qui s'appelle Vérité et Liberté. Pierre Vidal-Naquet, lui aussi, fait des comparaisons avec un certain nombre de pratiques de l'armée allemande occupant la France, en précisant que ces comparaisons valent pas pour l'ensemble des actes, que la France ait commis des crimes de guerre pendant la colonisation de l'Algérie, cela est établi, que la France ait commis des crimes contre l'humanité pendant cette période coloniale pareillement. Par contre, la comparaison s'arrête là, dans la mesure où la colonisation de l'Algérie n'a jamais eu pour objectif le génocide des populations algériennes, notamment parce que, assez rapidement, et pour des raisons, si je puis dire, utilitaires, les colonisateurs, la métropole, les autorités coloniales, se rendent très vite compte que, selon le vocabulaire employé sous la Troisième République, et plus tard aussi que le vocabulaire officiel, pour mettre en valeur les territoires algériens, il faut recourir à la main-d'œuvre locale, à ceux qu'on appelle les indigènes, et dont il faut rappeler qu'ils sont soumis à des dispositions spécifiques, discriminatoires, puisque ces indigènes, jusqu'en 1945, n'étaient pas citoyens français, mais sujets français, c'est-à-dire privés, pour aller à l'essentiel, de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux, individuels et collectifs, contrairement là aussi à la mythologie impériale républicaine qui voudrait nous faire croire que la particularité de la colonisation française était d'apporter la civilisation au peuple qui, jusqu'à présent, n'en avait jamais bénéficié. Ce qui participe effectivement de ce que j'appelle le roman impérial républicain, qui est forgé sous la Troisième République et qui va perdurer jusqu'à nos jours, dans la mesure où, aujourd'hui, les extrêmes droites et les droites de gouvernements radicalisés reprennent à leur compte cette thèse ou cette pseudo-thèse qui, en fait, relève d'une idéologie, c'est à savoir
l'opinion selon laquelle la colonisation française aurait eu, bien sûr, des aspects positifs. Et rappelez, je finirai sur ce point, qu'il y a en France une loi, la loi du 23 février 2005, qui est une double exception française d'ailleurs. Oui. Une première exception française parce que la France est le seul pays, ancienne puissance coloniale, où une majorité de droite a jugé opportun d'établir une interprétation officielle du passé colonial, et qui est une interprétation apologétique. Et seconde exception, dans un État démocratique, si l'État doit, dans certains cas, et en matière économique et sociale et financière, intervenir, s'il y a bien un domaine dans lequel l'État ne saurait intervenir sauf à méconnaître les principes qui sont les siens, c'est bien dans le domaine de la recherche en général, des sciences humaines et de l'histoire en particulier. Et cette loi, de ce point de vue-là, est scandaleuse et aurait dû être abrogée. Elle ne l'est pas jusqu'à présent, mais elle témoigne de la volonté effectivement d'imposer une histoire officielle de la colonisation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le bloc républicain qui sont derrière qui sont en train de glorifier la colonisation, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce bloc commence à se doper, malgré que la vérité aujourd'hui sur ce qui s'est passé est claire, que ce qui s'est passé par rapport aux méfaits de la colonisation, c'est clair, mais en même temps, il y a ce retour de ce bloc qui est dopé par ces mainstream, ces chaînes de propagande, comme vous dites. Il me semble qu'il faut préciser les responsabilités. Les responsabilités premières sont celles des politiques, notamment des républicains, qui ont repris à leur compte une conception apologétique de la colonisation, dans un contexte de concurrence politique électorale de plus en plus exacerbée avec le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui. Et ce sont l'ensemble de ces forces politiques, les extrêmes droites et les droites de gouvernement radicalisées, qui ultimement portent la responsabilité de cette réhabilitation du passé colonial français. Les chaînes de Bolloré ne font que amplifier ce type de conception, de représentation, qui sont des représentations idéologiques, mais elles n'en sont pas à proprement parler à l'origine. Elles ne font que donner voix à cette réhabilitation de plus en plus insistante, de plus en plus agressive, et qui s'appuie évidemment sur un certain nombre d'événements, la dégradation des relations entre la France et l'Algérie, un certain nombre d'événements qui ont eu lieu en France et qui sont l'occasion pour celles et ceux que j'ai cités de promouvoir encore et toujours cette vision parfaitement mythologique du passé colonial français, alors même, comme vous l'avez très justement souligné, que les ouvrages, qu'ils soient des ouvrages d'historiens, de politistes, de juristes, de sociologues, montrent qu'il s'agit bien d'une mythologie nationale qui traite les faits, les chronologies, les responsabilités et l'ensemble des recherches qui ont été menées en France, pour le dire en ces termes, en chien crevé, et préfère contre ces recherches le poids de l'opinion et le poids de ses forces politiques. Peut-être vous, j'ai vu que Gilles Montserrat voulait réagir par rapport à ce point. Oui, pour dire en accord avec ce que vient de dire Olivier Le Grand-Maison, à savoir qu'il y a un regain de cette nostalgie du colonialisme. Et c'est lié à une incompréhension de la légitimité et de l'inévitabilité de la guerre d'indépendance nationale algérienne, qui était nécessaire puisque toutes les autres voies politiques avaient été bloquées par les institutions françaises de l'époque, sous la pression mais en contrepartie, je pense qu'il y a quand même une élite intellectuelle qui porte en fait cette vérité historique. Et puis, il y a une continuité dans la France profonde où des associations aussi militent également pour que la vérité soit claire et que des questions comme déboulonner les statuts de Bugeaud, par exemple, sont traitées. Même sur le côté aussi, au sein de la jeunesse, ils sont décomplexés par rapport au fait
de dénoncer les méfaits de la colonisation. Tout à fait d'accord avec Yazid Saïd Maïeddine. Il y a dans la société française, fort heureusement, un courant qui résiste à cela. Et j'espère qu'il va s'affirmer et finir par s'imposer, car il est anormal que ressurgissent des idéologies que l'on considérerait à juste titre comme complètement caduques, dépassées, obsolètes, idéologie coloniale. Il y a heureusement nos associations, l'association Accès de Thiers en particulier, tout ce travail fait sur les victimes de l'automne 61, autour du 17 octobre 61, et puis il y a d'autres travaux qui sont faits par des universitaires qui prennent leur tâche au sérieux et qui font de la recherche et avancent dans la connaissance d'un certain nombre de crimes commis dans le cadre de la colonisation. Oui. Donc, il y a des choses qui se passent dans la société française. Alors, il y a une espèce de croisée des chemins. Oui. La France est actuellement dans une sorte de croisée des chemins. Justement, ce qui est... oui, alors ce qui est... Pardonnez-moi, donc ce qui est juste... ce qui est à souligner, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de média à géométrie variable. C'est-à-dire que toutes ces associations, elles ne sont pas du tout mises en avant, on ne les voit pas sur les plateaux de télévision, on ne les voit pas notamment sur chez scène, comme vous le dites, de propagande, comme disait Olivier Le Cours Grand Maison, propagande continue. Au contraire, on permet à des personnalités qui bénéficient bien évidemment d'un appui, certainement de lobbies, qui veulent s'inscrire encore une fois dans ce roman impérialiste ou impérial colonial de cette république d'avant qui était dans la colonisation et qui est maintenant une jeunesse qui veut s'inscrire au contraire dans cette démarche de parler de la vérité et d'établir des liens apaisés avec l'Algérie. Il y a un ancien candidat à la présidentielle, le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, ce sinistre personnage qui a une tribune ou des tribunes à la télévision française, là où il dit des contre-vérités, c'est du révisionnisme, et il y a même des mensonges qu'on fait passer à des jeunes, parfois à travers les écrans, à travers les radios. Je vais vous proposer cette séquence qui, à mon sens, mérite d'être analysée et qui est très très grave, encore une fois, à notre avis, parce que ça démontre, je peux le dire, l'irresponsabilité de ceux qui mettent des personnes comme ça, qui peuvent parler de l'histoire et qui se donnent la liberté de dire des mensonges sur une histoire, comme disait Yazid Saïd Maïeddine, vérifiés, corroborés par des scientifiques, par des chercheurs, par des historiens. On écoute ensemble et on revient pour continuer notre émission. Quémander et passer sous la table. C'est tout ce que je dis. Et ce n'est pas culpabiliser et demander pardon pour une colonisation d'il y a 70 ans. Surtout qu'aujourd'hui, je vous le répète, le colonisateur, c'est l'Algérie. Pourquoi? Il faut se souvenir de ça. Le général de Gaulle, à l'époque, croyait, ou voulait croire, que le FLN respecterait sa parole et ne massacrerait pas les pieds noirs et qu'il resterait en Algérie. Sauf que les pieds noirs ont compris en 24 heures que c'était, selon le slogan du FLN, la valise ou le cercueil. Ils ont préféré la valise. Donc ils sont arrivés en France. La liberté de circulation ne concernait que les pieds noirs. Et évidemment, les Algériens non pieds noirs, musulmans, se sont engouffrés dans cette brèche pour venir en masse en France, accueillis comme il se doit par les entreprises françaises qui étaient bien contentes de payer moins cher des ouvriers. Oui, parce que je sais que moi, quand on nous explique que la colonisation de l'Algérie a pillé l'Algérie, je me marre doucement. Parce qu'à ma connaissance, on ne pille pas des marécages et des étangs. Vous voyez, donc ça, c'est réglé pour moi. Voilà, je vais juste ressortir trois énormités, excusez-moi le terme. C'est l'Algérie qui colonise et qui a colonisé. Le cercueil ou la valise, on sait très très bien. J'ai en face de moi, bien sûr, des historiens qui ont travaillé longuement, bien sûr, sur cette histoire. C'est l'OAS qui a fait sortir ce slogan pour justement avorter cette
indépendance du peuple algérien et tous ces accords entre la France et l'Algérie, notamment les accords d'Évian. Et puis encore quelque chose de plus grave. Il dit à la fin que, enfin, pour les Algériens qui ont été reçus, des travailleurs, ils étaient bien reçus, alors qu'on connaît tous les conditions dans les bidonvilles où ces Algériens étaient parqués, et j'en passe. Qu'est-ce que vous pouvez justement, quelle est la réaction justement de Madame Michel à ces propos qui continuent à être déversés dans une chaîne française qui est vue, hein, c'est une chaîne d'information continue, et sans aucune, j'allais dire, contradiction sur le plateau. Il n'y a pas de contradicteur, on laisse dire, on laisse passer. Soher voulait dire quelque chose. Oui, Soher peut intervenir s'il a envie de... Soher. Pour réagir peut-être. Oui, alors commenter Zemmour, oui, en effet, là, on est dans la caricature du négationnisme le plus absolu de ceux qui n'ont pas digéré l'indépendance de l'Algérie. Alors c'est vrai qu'on fait face à ça ici en France, mais il y a aussi, et j'aimerais le préciser pour rebondir sur ce qu'ont dit Gilles et Olivier, il y a aussi une génération aujourd'hui qui n'a pas peur de dire on est français et de parler en son propre nom et d'être fier de son histoire et d'où ils viennent. Le colonialisme aujourd'hui en France est difficile à digérer, on y fait face là, au cimetière de Thiais. On le voit aussi par rapport au génocide qui est en cours à Gaza, où les mêmes qui supportent ce génocide sont les nostalgiques de l'Algérie française. Et donc, en face, il y a aussi une génération Gaza qui se politise. Et ça fait énormément peur à Zemmour et compagnie. Mais en effet, toutes ces résistances négationnistes auxquelles on fait face, même par rapport à la ville de Paris, pour reparler de notre sujet, oui. La ville de Paris, à qui on a demandé une stèle, ne serait-ce qu'une stèle, en hommage à ces martyrs du 17 octobre, nous dit non. Elle nous fait une réponse négative. Et ça, on voit bien que cette pression de l'extrême droite française est encore présente et qu'elle est encore difficile. Qu'il est encore difficile d'obtenir des choses, comme m'a dit votre invité sur le plateau, qui sont pourtant sues, qui sont largement sues. Le cimetière parisien de Thiais le sait que ce sont des victimes du 17 octobre, puisque dès 1969 et 1970, il y a 23 corps qui sont rapatriés en Algérie pour être inhumés au cimetière des martyrs de la révolution de l'Alia. Et en 1979, il y a les harkis, donc les supplétifs de la police de Papon, qui sont exhumés pour être inhumés dans une division militaire spéciale. Et donc la ville de Paris le sait, c'est ça qui est proprement scandaleux, c'est que pendant plus de 60 ans, voilà, vous avez des victimes du 17 octobre qui sont enterrées dans un cimetière et ils les retirent en 2019 et en 2021, comme si de rien n'était, et pour déposer les ossements dans un ossuaire. Donc vous voyez, c'est ça qui est proprement scandaleux, alors que en effet, c'est d'une évidence et qui est flagrante. Yazid ? Ben, c'est grotesque que ce pantin charmeur au gré des fluctuations de ces mainstream dans cette chaîne qui lui ouvre le plateau. Et je voulais juste, pour dire la vérité, parce qu'on est là aussi pour dire, le général Bugeaud a clairement défini en 1841 les objectifs et fixé les méthodes. La guerre que nous allons faire n'est pas une guerre à coups de fusil. C'est en enlevant aux Arabes ces ressources que le sol procure que nous pouvons en finir avec eux. Ainsi, partez et coupez du blé et de l'orge. Il parle des marécages. Voilà. Et ça, c'est juste pour dire, et ça nous ramène à cet hommage, hein, surtout à René Vauthier qui a travaillé sur justement cette question-là, notamment liée à des correspondances de ces premiers Français qui ont mis les pieds sur le sol algérien et qui ont, à travers leurs correspondances, à leurs familles, à leurs épouses, à leurs enfants, que finalement, et la réalité, elle était là, que l'Algérie était un pays qui
qui avait ses richesses, il avait son agriculture, sa culture. Le peuple algérien avait bien sûr ses traditions, ses coutumes et, plus et que ça, sa, plus que sa ça, particularité. plus que ça, Amir, je m'excuse, mais l'Algérien a subi l'aliénation et a subi la déshumanisation, l'humiliation. Ils ont été réduits à des objets forains dans des expos. Oui, d'ailleurs, des Pascal expos. Blanchard parle de ces ZOO humains qui ont été, je crois, à partir de 1919, si je ne me trompe pas, ou un peu moins. C'était ces Africains qu'on exhibait dans des parcs. Voilà. Il y a le roman Le pain des Français qui aborde cette question où des Algériens ont été pris de leur village, ils ont été réduits à être des objets dans des fêtes foraines. Oui. Là, Yazid, peut-être un hommage à Chérif. Oui, je profite de l'occasion parce qu'on aussi arrive peut-être pour pratiquement à la fin de l'émission. Pour rendre hommage à Chérif Chorfi, qui est une des chevilles ouvrières de ce devoir de mémoire, qui a fait tout un travail par rapport au 17 octobre pour rendre hommage à Monique Hervaux. Vraiment un vibrant hommage à ce grand monsieur. Yatik Saha, Chérif Chorfi, merci beaucoup. Voilà. Souhir, le message est passé, je crois. Et puis, on vous encourage parce que vous, madame, et vous, messieurs, vous êtes des fervents défenseurs, bien sûr, de la vérité et surtout pour la reconnaissance par l'État français de tous ces crimes commis durant la présence coloniale et puis surtout, en Algérie. Ils ont démantelé cette fabrique de mensonges qui est toujours là, qui vraiment, comme ça, vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Montserrand, de nous avoir consacré un peu de votre temps, parce que je sais que votre temps est précieux. Bien sûr, on continue à vous lire. Et vous êtes le bienvenu, bien sûr, en Algérie pour l'organisation d'un plateau sur place avec Souhir Berabès. Bienvenue à vous. Pour Olivier, bien sûr, le cours Grand Maison, on vous souhaite et on croise les doigts pour votre nouvel ouvrage. Hein. On va essayer de l'avoir ici et pourquoi pas le publier en Algérie parce qu'on a soif de vérité et d'histoire. Le monde a soif de vérité et d'histoire. Merci à vous. Merci d'être parmi nous. Yazid, on va terminer avec nos amis, avec une proposition. Moi, je vois que vous portez un ouvrage volumineux sur le plateau, celui de France Fanon. Toutes les œuvres, je crois, sont concentrées dans cet ouvrage. Ah ben oui, c'est Praxi, donc c'est vraiment, c'est avec ça qu'on arrive quand même à donner sens à ce que nos aïeux ont fait, et puis à déconstruire le récit colonial, le néocolonial, bien sûr. France Fanon est toujours d'actualité. Oui. Alors, on termine avec un hommage aussi parce que on termine avec Jacques Charby, un moudjahid et un grand cinéaste qui a fait ce film Une si jeune paix en 1965. C'est l'un des premiers films du Centre national de cinématographie. Et c'est le film qui parle en fait de ce trauma que les enfants ont vécu et qu'il parle de sa propre expérience, puis lui-même il a adopté un enfant. Cet enfant qui a été mutilé et qui a subi également, ses parents ont subi aussi la répression coloniale. Il a été touché par des balles dans le dos. Oui. Il a eu une main mutilée. Donc il revient sur ses enfants et ça se passe dans un orphelinat au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Donc il rappelle le vécu de ses enfants. Voilà. On a un extrait, Yazid? On a un extrait avec Oui, la il y a régie? un extrait, bien sûr. Alors je ne sais pas ce que va nous proposer la régie de Nabil Tribèche. Soit l'extrait du film, soit... Je pense qu'il y a un extrait de son propre témoignage par rapport à cet enfant mutilé, Bel'id Mustafa, qu'il a lui-même adopté. Oui, mais Voilà. qu'il a fait jouer dans le film. Absolument, Hein, on est d'accord. absolument. Allez, on y va avec Nabil. Le choix est donné à Nabil. Soit l'extrait, soit on verra les deux. En tout cas, on y va, Nabil. Merci. Et vous allez devoir rester avec nous pour suivre l'intégralité de cette œuvre majeure du cinéma algérien, bien sûr, signée Jacques Charby. On entendait la musique de l'Hadj Mohamed Lanqa, Gilles Montserrand, Olivier, le cours Grand Maison. J'imagine que, bien sûr, pour Souhir, c'est évident, elle connaît très très bien l'interprète et le compositeur et l'artiste algérien engagé, l'Hadj Mohamed Lanqa, qui était dans la troupe du FLN artistique. Et c'est le cardinal, comme on l'appelle ici chez nous. C'est un artiste incroyable qui a fait des chansons
sont engagés. En tout cas, il a été dans cette aventure avec Jacques Charby. On a une interview de Jacques Charby parce qu'il faut lui rendre hommage, lui qui a été condamné pour son engagement anticolonial. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours été dans avec les porteurs de valises aussi. Ouais, dans cette quête de la liberté et l'indépendance des Algériens. On va l'écouter, Yazid. C'est une interview que il vous revient avez, sur le choix de cet enfant mutilé qui a aussi joué dans le film. On y va. Allez, on y va vite. J'ai parlé. Il y en avait un qui était mutilé. Il y en avait plusieurs, mais il y en avait un qui était mutilé, qui n'avait plus de main, il avait un petit mognon à la place, et un avant-bras qui tenait encore, on ne sait pas pourquoi. Il y avait juste un os et un peu de peau. En tout cas, il n'avait plus qu'une main. Il s'appelait Mustapha et il fait partie des enfants que j'ai interrogé et dont les témoignages figurent dans le livre. Et je sais aussi qu'il avait été mitraillé. Il avait reçu des balles de mitraillette dans le dos. Et on m'a raconté son histoire. Mustapha Belaïd. Il s'appelait encore comme ça. Il avait 8 ans, 9 ans. On est sûr que de son prénom. Père et mère morts. Ma mère, elle préparait le thé et les militaires sont arrivés. Ils l'ont tué avec des balles. Et mon père, qui était dehors en train de faire ses ablutions, il s'est retourné et ils l'ont abattu. Moi, j'étais à côté de ma mère. Les Français, ils sont venus pour nous prendre le blé. Je suis resté avec mon petit frère. Pendant qu'on se sauvait, ils ont abattu mon frère. Moi, j'ai reçu une balle à la jambe gauche, derrière mon genou. Je suis tombé, ils m'ont rattrapé. Ils étaient 3 à m'arrêter. 2 étaient grands et un petit. Ils m'ont pris et m'ont amené où les autres étaient assis. Ils ont posé mon bras et ma main sur un fourneau à pétrole allumé et ils m'ont brûlé. Puis ils sont partis, ils m'ont relâché. Ça m'a fait mal. J'ai pleuré beaucoup parce que ça me faisait beaucoup mal. Les Français m'ont fait ça parce qu'ils m'ont vu me sauver. Je me suis sauvé parce que j'avais peur d'eux. J'avais peur qu'ils me tuent et que je suis plus vivant. Je ne sais même pas pourquoi les militaires français ils viennent marquer des mots sur les gourbis. Et après, ils viennent bombarder. Quand ils m'ont brûlé, 1 heure après, ils sont partis. Alors moi, j'étais resté seul assis. Ma balle de la jambe a été soignée par un soldat français qui était revenu doucement, le tout petit. Mais il n'a rien fait pour mon bras. J'ai marché une nuit seul. J'ai dormi. Mon bras, je l'ai couvert par mes habits. Le sang coulait, ça m'a fait beaucoup mal. Et oui, ce sont des propos voilà, très douloureux d'un enfant traumatisé par la guerre. Voilà, ce sont là les conséquences de la violence sur une enfance, sur des enfants innocents, mutilés, torturés. Voilà, on va suivre bien sûr le film pour comprendre cette démarche de Jacques Charby, notamment sur l'aide octroyée à ces enfants orphelins, encore une fois. Yazid Ait Mahidine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Amir. Merci à vous, Souhir Belabbès, merci, bon courage pour tout ce que vous faites et merci pour ces connexions faites à travers votre initiative. J'appelle ça les accélérateurs de particules et on aime bien ces mouvements qui vont dans le sens de l'histoire et dans le sens de la vérité. Surtout pour justement une génération commune qui travaillera ensemble, qui reconnaîtra cette histoire et avancer encore une fois dans l'apaisement et dans le développement. C'est ça le but de ces thématiques. Merci beaucoup. Et merci à notre collègue Fella aussi qui nous Oui, bien sûr, j'allais le dire. En tout cas, Gilles Montserrand, merci beaucoup pour votre sympathie, gentillesse et disponibilité. À la prochaine. Je rappelle que vous êtes grand historien qui travaille sur cette question de la colonisation française en Algérie et puis sur l'Algérie sur le 17 octobre. Merci à vous. Olivier Lecourt-Grand-Maison, politologue, chercheur aussi en histoire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je remercie Nabil Tribech qui a réalisé cette émission, bien sûr avec la complicité de notre collègue Fella Benour qui a participé à la préparation de cette émission avec Yazid, et puis à Hajar Bessab dans la coordination et le script. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon film sur Canal Algérie. Au revoir. Merci. Bon week-end.